La revanche de Konstantin Tchernenko, l'ancien dauphin de Léonid Brejnev, est devenu ce matin le numéro 1 soviétique. Il a 72 ans, c'est un conservateur bon teint et il était le rival déclaré de Yuri Andropov. Il aura donc fallu 3 jours au comité central pour se décider sur le choix de M. Tchernenko. Une première médaille pour la France à Sarajevo, ce n'est sans doute que du bronze, mais ça fait quand même bien plaisir. Cette médaille, nous la devons à Perrine Pelen, 3e du slalom géant dames, couru ce matin. La tempête s'est apaisée à Sarajevo et les épreuves ont pu reprendre normalement. Amin Gemayel, dans une interview exclusive pour Antenne 2, je ne démissionnerai pas, déclare le président libanais, qui affirme par ailleurs que l'on s'achemine vers un accord historique à Genève entre les différentes factions libanaises. Sur le terrain, les combats se sont apaisés, mais les accrochages restent nombreux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le nouveau chef du Kremlin s'appelle Konstantin Tchernenko. Il est depuis ce matin le successeur officiel de Yuri Andropov. C'est donc le doyen des prétendants qui remporte cette bataille des anciens et des modernes à la mode soviétique. Une sacrée revanche pour cet homme de 72 ans qui était le dauphin de Léonid Brejnev avant d'être évincé du pouvoir au tout dernier moment par Yuri Andropov. Tout de suite, le portrait de cet apparatchik, jusque-là resté dans l'ombre, un portrait que nous brosse Didier Régnier. Était-ce déjà un signe? Rappelez-vous, c'était il y a quelques mois, le 7 novembre 1983. Ce jour-là, c'est la commémoration de l'anniversaire de la Révolution d'octobre. À la tribune sur la place Rouge à Moscou, tous les hauts dignitaires sont présents, sauf Andropov, déjà malade. Conformément à la tradition, le général Oustinov prononce lui-même le discours. À sa droite, donc à gauche sur votre écran, Konstantin Tchernenko. À l'écart des autres membres, jouant les intérimaires, le numéro 2 du parti affichait-il déjà son intention de jouer un rôle important dans la direction future de l'URSS. Le principal atout de Konstantin Tchernenko, avoir été pendant 30 ans le protégé de Léonid Brejnev, à droite sur l'écran. Il reçoit ici la plus haute distinction tchécoslovaque en 1982, mais il ne collectionne pas que les médailles. Il est secrétaire du comité central et à partir de 1976 devient membre du Politburo. Fils de paysan, entré dans la carrière politique par la petite porte, on disait de lui qu'il n'avait pas une envergure exceptionnelle. Une chose est sûre, il doit tout à Léonid Brejnev, qu'il a fait passer du rang d'apparatchik à celui de grand idéologue du régime. L'atout devient handicap quelques années plus tard. Brejnev meurt, la succession est ouverte, les chefs militaires s'opposent à Tchernenko et lui préfèrent Andropov. Andropov est élu président de l'État soviétique par le Soviet suprême et c'est Tchernenko, humiliation suprême, qui doit présenter sa candidature. Désormais, il s'efface. Autre élément important, l'armée. En 1982, Tchernenko préside une conférence des représentants du parti dans l'armée. L'événement impressionne à l'époque, pourtant, quelques mois plus tard, ces mêmes militaires l'écartent du pouvoir lors de la succession de Brejnev. Aujourd'hui, l'hypothèque est levée, mais le pouvoir reste entre les mains de la vieille génération. Le plus ancien, dans le grade le plus élevé, préside désormais aux destinées de l'URSS. Voilà donc pour ce portrait du nouveau numéro 1 soviétique qui vient de l'emporter sur ses deux rivaux considérés comme plus progressistes et qui en tout cas étaient plus jeunes. Car le nouveau chef du Kremlin se range quant à lui plutôt dans le camp des conservateurs. Il apparaît un peu comme le gardien du dogme soviétique. Mais Georges Bortoli, ça ne fait pas grande différence, je suppose. Non, ça ne fait pas une différence a priori considérable, parce qu'il faut bien voir la différence entre les régimes occidentaux et les régimes soviétiques. Lorsqu'en Occident, M. Reagan succède à M. Carter, ou bien lorsque M. Mitterrand succède à M. Giscard d'Estaing, avec l'homme nouveau, c'est un nouveau parti politique ou une autre formation politique, et une autre politique en général, qui prend le pouvoir, alors qu'en URSS, vous avez le même parti politique au pouvoir depuis 66 ans, et le dogme, rappelé d'ailleurs dès vendredi soir par l'agence TASS, le dogme, c'est que la politique de ce parti au pouvoir ne change pas, puisqu'elle est a priori définie comme bonne. Je suppose que la personnalité du nouveau numéro 1 compte quand même un peu. Elle peut compter, mais il faut bien voir que le secrétaire général n'a pas de pouvoir qui soit défini précisément par des articles de la Constitution. Le secrétaire général du Parti communiste soviétique a simplement en main quelques leviers de commande, particulièrement dans l'administration du parti, qui peuvent lui permettre de prendre le pas sur ses collègues du Politburo, s'il a du tempérament, et puis s'il a le temps. Or,
M. Tchernenko a 72 ans. S'il veut prendre le pas sur ses collègues, il faudrait qu'il dispose d'un bon bataillon de ses partisans à l'intérieur de l'appareil du parti. Or, les partisans d'un patron hésitent toujours à trop s'engager quand ils ne sont pas sûrs de la longévité de ce patron. Sans faire de prophétie, on peut faire quelques pronostics. Oui, on peut dire qu'en politique extérieure, M. Tchernenko n'a pas pratiquement d'expérience, donc il devrait laisser une assez large initiative à M. Gromyko, le ministre des Affaires étrangères, ce qui ne veut pas dire a priori détente, car M. Gromyko défend volontiers des thèses assez dures. Et en politique intérieure, alors M. Tchernenko est un apparatchik à l'ancienne mode, c'est-à-dire qu'il a fait toutes ses carrières dans les bureaux du parti, que son horizon c'est le parti. Alors, quid de l'efficacité économique si vraiment les gestionnaires économiques sont plus que jamais sous la coupe des bureaux du parti? Vous vous souvenez de l'aphorisme qu'on prête à Deng Xiaoping et qui dit qu'importe que le chat soit gris ou rouge pourvu qu'il attrape les souris. Alors, est-ce que sous M. Konstantin Tchernenko, on se contentera que les chats soient rouges, même s'ils n'attrapent pas beaucoup de souris? C'est, je crois, un problème qui va se poser tout de suite, et peut-être même certains collègues de M. Tchernenko sont-ils en train de faire pression sur lui pour qu'il en prenne conscience. C'est en tout cas une belle image. Sur place, à Moscou, l'annonce officielle de l'élection de M. Tchernenko s'est faite dans l'indifférence quasi générale. La preuve sans doute que les soviétiques ne s'attendent pas à un changement politique important. Aujourd'hui, les moscovites ont continué de défiler devant le catafalque de M. Andropov, tandis que les premières délégations étrangères arrivaient pour les obsèques qui ont lieu demain. Philippe Rochaud. L'ère Andropov s'achève ce soir à Moscou dans cette maison des syndicats qui fut autrefois réservée au plaisir du temps des tsars et qui sert aujourd'hui d'antichambre de la mort aux dirigeants soviétiques. Le nouveau maître du Kremlin, Konstantin Tchernenko, accompagné du Premier ministre Tikhonov, d'Andrei Gromyko, du maréchal Oustinov et de tous les dignitaires du régime, s'est incliné une dernière fois ce matin devant la dépouille mortelle de Yuri Andropov avant les funérailles. Ces visages impassibles vont laisser la place aux délégations étrangères. Parmi les personnalités les plus marquantes qui défileront ici dès ce soir, Margaret Thatcher, qui pensait rencontrer les dirigeants soviétiques du vivant d'Andropov, mais les verra demain à l'occasion de ses funérailles, car elle entend bien renouer le dialogue avec Moscou. La plupart des dirigeants d'Europe de l'Est, comme le général Jaruzelski, sont arrivés cet après-midi à Moscou par un froid vif et sec, encadré par des mesures de sécurité exceptionnelles. Fidel Castro est là aussi. Le dirigeant cubain, à la barbe qui grisonne aujourd'hui, aura connu successivement Khrouchtchev, Brejnev et Yuri Andropov. Pour l'Occident, le chancelier allemand Helmut Kohl est arrivé le premier. Il sera suivi tout à l'heure par le vice-président George Bush, représentant les États-Unis. Pierre Mauroy et Claude Chesson, eux, représenteront la France. Enfin, une arrivée remarquée aux obsèques de Yuri Andropov, celle de M. Wang Li, vice-premier ministre chinois. C'est la plus haute personnalité chinoise à venir en URSS depuis 20 ans. Tous ces hommes d'État devraient rencontrer le nouveau maître du Kremlin, Konstantin Tchernenko. En URSS, le dialogue avec les autres puissances s'est souvent renoué devant le tombeau de ses dirigeants. Oui, j'ajoute que le vice-président américain George Bush doit rencontrer demain lundi donc, M. Tchernenko. La crise de l'industrie automobile, maintenant, après Talbot, c'est au tour de Citroën d'envisager des suppressions d'emplois. C'était en tout cas le thème d'un comité central d'entreprise cet après-midi. Le président du groupe, Jacques Calvet, annonçait à cette occasion qu'il envisageait de proposer la pré-retraite à 3700 employés des usines Citroën. Cela dit, aucun licenciement n'est prévu pour l'instant. Les explications d'Alain Doubeski. Au cours du comité central d'entreprise, la direction a conclu à l'existence d'un sureffectif important qu'il convenait, selon Citroën, de réduire rapidement. Pour cela, la direction propose 2 séries de mesures basées uniquement sur le volontariat. La première consiste à offrir la possibilité au personnel âgé de plus de 55 ans de partir en pré-retraite. La deuxième s'adresse aux travailleurs immigrés. Nous souhaitons avoir un dialogue avec le personnel immigré qui souhaiterait, dans un certain nombre de conditions que les pouvoirs publics seront appelés à définir dans les jours qui viennent, retourner au pays. Nous pensons qu'avec ces 2 mesures, nous pouvons faire un premier pas dans l'ajustement de nos effectifs, et c'est une fois que ces différentes consultations auront été faites que nous réunirons un nouveau comité central de façon à mettre en place ces mesures qui auront été décidées.
Pendant la tenue du comité central d'entreprise, la CGT manifestait aux portes du siège Citroën à Neuilly-sur-Seine. Pour la centrale ouvrière, une des propositions est bonne, l'autre non. Si on est pour le départ à la CGT des travailleurs de 55 ans, il n'est pas question que ça se traduise par des suppressions d'emplois. Il faut être bien conscient qu'à la CGT, on réaffirme qu'on est contre tout licenciement et pour le maintien des effectifs et de toutes les usines Citroën. Il faut savoir que la CGT est catégoriquement opposée à tout retour au pays des travailleurs immigrés, comme elle a été chez Talbot. Comme le laissait entendre le représentant de la direction entendu tout à l'heure, il y aura une autre réunion du comité d'entreprise dans un mois. Aucun chiffre n'a encore été communiqué, mais si les résultats escomptés avec les départs en pré-retraite et les retours volontaires au pays n'étaient pas suffisants, il faudrait alors que Citroën trouve autre chose pour dégraisser ses effectifs. Peut-être du nouveau pour Dunlop France. Nous sommes en mesure de vous révéler ce soir les propositions de la société japonaise Sumitomo, candidate au rachat de la filiale française du groupe. Les Japonais qui ont déjà racheté la société mère de Dunlop en Grande-Bretagne, les Japonais réclament le départ de près de la moitié des salariés de la filiale française. C'est à cette condition seulement qu'ils seraient prêts à reprendre les actifs de Dunlop France. Le détail et le rappel de cette affaire avec Jean Lebert. Dunlop France représente 5800 postes de travail. Avec la proposition de Sumitomo, le fabricant japonais de pneus, Dunlop risque de perdre 2300 emplois, près de la moitié de ses effectifs. Dunlop a déposé le bilan le 6 octobre 83. Depuis, aidé par les pouvoirs publics, le syndic recherchait un acheteur pour ce fabricant de pneus, de matelas, de balles de tennis et autres raquettes. Ils ne se sont pas bousculés. À ce jour, Sumitomo a été le seul à faire savoir qu'il était preneur. C'est surprenant d'en avoir un déjà. Si vous voulez, si on se place 3 mois et demi en arrière, j'avoue que sur le fait même d'avoir trouvé une proposition et surtout une proposition de reprise globale, ça me paraît excessivement positif. Malgré ses 70 ans, le PDG de Sumitomo est venu en personne négocier à Paris. Pour lui, sa proposition est ferme et définitive. Il est allé le plus loin possible dans son offre et l'explique dans une métaphore bien japonaise. Dunlop est un bateau en train de couler. À la demande du gouvernement et du syndic, je veux bien accepter d'envoyer un canot de sauvetage pour sauver le maximum de gens. Mais vous devez comprendre que si le capitaine du canot accepte de mettre trop de monde à bord, celui-ci aussi coulera. Les syndicats ont été surpris par le nombre élevé de suppressions d'emplois. Mais ils accueillent positivement le plan japonais. On n'est contre rien, la CGT. On est surtout pour le maintien des emplois et des productions sur le territoire national. Ce qu'on regrette, c'est que c'est une multinationale japonaise qui le propose, mais on est ouvert à la négociation avec Sumitomo. On nous a même parlé d'aller au Japon. Alors, on est prêt à les négocier où il faut. Les manufacturiers français voient d'un mauvais œil l'arrivée d'un japonais dans leur jardin. Mais pourront-ils proposer mieux que le japonais pour sauver une entreprise française ? Coup d'envoi de la semaine d'action au cours de laquelle les métallurgistes, les fonctionnaires et les mineurs vont descendre dans la rue. Le mouvement commençait donc aujourd'hui en Lorraine où, selon la CGT, la totalité des mineurs de fer ont cessé le travail. Il n'y a pas eu de heurts. Une grande manifestation s'est tenue cet après-midi à Metz. Jean-Claude Renaud. Des engins de plusieurs tonnes convergeant sur les routes vers les mines de fer de Jarny, c'était l'aspect insolite de cette journée d'action de la CGT en Lorraine, une journée qui concernait également le textile, les PTT et les services des impôts. On propose tout d'abord que dans notre région, il y ait le maintien de ces industries de base, fer, charbon, chimie, textile, qui sont quelque chose d'essentiel pour pouvoir faire une autre industrie à côté de ces industries traditionnelles. On revendique un autre pouvoir d'achat qui est essentiel également pour assurer les débouchés donc de l'emploi en Lorraine. Le gros problème aujourd'hui, c'est l'emploi dans notre région. La CGT, pour défendre l'emploi en Lorraine, a réuni près de 5000 personnes cet après-midi à Metz. Mercredi, mais dans toute la France cette fois, ce sera le tour des métallurgistes. En politique, une réaction de Jacques Chirac à l'intervention hier du chef de l'État chez nos confrères de TF1. M. Chirac estime que c'est l'actuelle majorité parlementaire qui est responsable de la détérioration du climat politique. C'est la responsabilité éminente du président de la République, poursuit Jacques Chirac, de remédier, s'il le veut, au déchirement national.
Et puis une nouvelle qui intéresse les Parisiens, avec l'accord définitif du président Mitterrand au projet architectural du Grand Louvre. Le projet de l'architecte Yeo Ming-pei a été retenu. Vous vous souvenez sans doute qu'il avait suscité une très vive polémique parce qu'il prévoit l'installation d'une grande pyramide de verre au centre des jardins du Louvre. C'est d'ailleurs cette pyramide que vous voyez actuellement sur cette maquette. Et puis à l'instant, Daniel Brem vient de me téléphoner pour me dire que les députés terminent actuellement l'examen de la loi sur la presse. Ils sont en train de voter. Socialistes et communistes votent pour le projet, tandis que l'UDF et le RPR votent contre. Il aura fallu 310 heures de débat et près de 2600 amendements pour 42 articles de cette loi donc. L'événement politique majeur de ce soir, c'est sur Antenne 2 qu'il se déroule avec la présence de Jean-Marie Le Pen sur le plateau d'Antenne 2 pour l'émission L'heure de vérité. Le président du Front National sera interrogé à 20h35 par Albert Duroy, Alain Duhamel et Jean-Louis Servan-Schreiber, une émission animée par François-Henri Devirieux. Si vous voulez poser des questions à M. Le Pen, et vous êtes certainement nombreux à vouloir le faire, vous pouvez d'ores et déjà téléphoner au 787 11 11, où Jean-Louis Le Sénateur vous appelle. Si vous habitez la province, vous devez composer auparavant le 16 et le 1, puis le 787 11 11. L'émergence du Front National, c'est sans doute l'un des phénomènes politiques les plus troublants de ces derniers mois. Un phénomène apparu d'abord à l'occasion d'élections locales. Vous vous souvenez certainement des résultats de Dreux et d'Aulnay. Ces succès de l'extrême droite tiennent très largement au thème développé par le Front National et notamment à son discours sur les immigrés. Mais il tient aussi à la personnalité de son chef, Jean-Marie Le Pen. Qui est M. Le Pen? D'où vient-il et quel fut le parcours politique de cet homme mal connu du public? La réponse de Jean-Michel Mercurol. Septembre 83, les Russes viennent d'abattre le Boeing sud-coréen. Dans la rue, le Front National. Jean-Marie Le Pen confond volontiers généraux soviétiques et ministres communistes du gouvernement. L'anticommunisme, une constante de 30 ans chez Le Pen. Un militant musclé, d'abord comme étudiant en droit, puis comme engagé dans la Légion pour l'Indochine. En Indochine, les forces franco-vietnamiennes ont pris une nouvelle... Trop tard pour en découdre, Dien Bien Phu est déjà tombé. Retour amer en France pour rejoindre le poujadisme. Son verbe facile et virulent séduit les petits commerçants mécontents. Élu député de Paris à 27 ans, il est porte-parole du groupe. Pour ses excès, on demande 2 fois sa levée d'immunité parlementaire. Mais il se brouille avec Poujade, se met en congé d'assemblée et rejoint les parachutistes en Algérie. D'abord l'expédition de Suez, ensuite la bataille d'Alger. D'après un rapport de la Sûreté nationale d'avril 57, il est de ceux qui infligent la torture à l'électricité. La gégène, ce n'est pas si terrible, dira-t-il plus tard. Il crée le Front des combattants pour l'Algérie française, se fait expulser d'Alger par Salan, perd un œil dans une rixe électorale. Ironie, le candidat qu'il soutenait était musulman. Réélu à l'Assemblée en 58, il est spectateur devant l'OAS et le putsch des généraux, puis se fait battre en 62. 65, Le Pen anime la campagne Tixier-Vignancourt au présidentiel. 72, il fonde le Front National pour incarner une droite sociale, populaire et légaliste, mais refuse le terme de néofascisme. Sa formation reste pendant 10 ans un groupuscule. Devenu éditeur de disques, Jean-Marie Le Pen met dans son catalogue un choix des discours de Hitler. Puis, comme candidat au présidentiel de 74, il cherche à adoucir son image et veut apparaître comme un Français moyen. Il y a une inquiétude nationale. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier. Il ne fera que 0,7% des voix, mais exploite déjà le thème anti-immigré qui lui sera rentable plus tard. Mais il y a une hostilité certaine et je pense qu'il y a là un véritable impact de notre campagne. L'insécurité, la France et les Français d'abord, c'est brusquement en 82 que le filon devient payant. Plus de 11% municipal dans le 20e à Paris, près de 17% pour le Front National à Dreux, 9% encore à Aulnay, et pour finir, un score personnel de 12% aux législatives dans le Morbihan. De travail ou dans les bistrots disant ouais ça ne marche pas, on est de plus en plus serré. Une percée qui préoccupe dans la majorité comme dans l'opposition, la percée d'un intrus venu troubler le jeu politique traditionnel.
À 23h20, dans notre dernier journal, Jacques Segui reviendra sur l'importante croissance de l'extrême droite et sur les déclarations de Jean-Marie Le Pen dans l'heure de vérité. Il aura deux invités, Guy Barret, rédacteur en chef de France Soir, et Jean-François Kahn, journaliste et auteur de nombreux essais politiques. Nous revenons à l'étranger maintenant avec la situation au Liban. Sur le terrain, les accrochages se sont poursuivis la nuit dernière sur la ligne de démarcation. Mais il n'y a pas eu d'affrontement véritable du type de ceux qui ont fait 34 morts et plus de 300 blessés dans l'armée libanaise ces derniers jours. Les efforts diplomatiques menés sous le parrainage de l'Arabie Saoudite ne semblent pas jusqu'à présent avoir porté leurs fruits et le président Gemayel semble toujours aussi isolé. C'est donc dans ce contexte que nos envoyés spéciaux Jacques Abouchar et Paul Naon ont pu rencontrer le président libanais. Ils parlent pour la première fois depuis la reprise des combats à Beyrouth et surtout depuis que les milices chiites ont investi l'ouest de la capitale. Une interview sur fond sonore de bombardement. Je vous laisse écouter M. Gemayel. C'est dans son palais de Baabda que le président Gemayel nous a reçus, détendu et souriant, atmosphère presque irréelle quand on sait que pendant toute la durée de l'entretien, le canon n'a pas cessé de tonner aux abords de la résidence. Le chef de l'État libanais a voulu tout d'abord répondre à ceux dans l'opposition qui réclament sa démission. Il reste au pouvoir, l'autorité du pays, c'est encore lui. Ce qui compte, ce sont les institutions. Ce qui compte, c'est la continuité. Nous sommes en démocratie. J'ai été élu par le Parlement. Je suis là pour assumer mes responsabilités nationales et c'est aux institutions de décider. En ce qui me concerne, je continuerai à défendre ces institutions, à protéger les institutions et comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas les personnes qui comptent, ce sont les institutions, c'est la continuité. Pas de démission. C'est clair, je crois. Avez-vous été surpris et peut-être déçu par la décision du président Reagan de rembarquer ses Marines? C'est une meilleure solution peut-être parce que les Marines sur le terrain n'étaient pas très efficaces. Je crois que comme ça, les Marines pourraient être plus libres de leur mouvement. Si demain, les Français décidaient de prendre la même décision que les Américains, de rembarquer les troupes françaises sur les bateaux, de se replier en quelque sorte, quelle serait votre réaction? Nous sommes en contact permanent avec le gouvernement français et l'engagement du gouvernement français vis-à-vis du Liban est clair. Nous sommes en parfaite entente avec le gouvernement français, donc n'importe quel mouvement ne pourrait être que coordonné avec le gouvernement libanais. Vous savez que la France souhaite le remplacement de cette force multinationale par des casques bleus. Est-ce que vous pensez que c'est une solution peut-être utile et efficace? Nous sommes en train d'étudier toutes les solutions possibles à la solution du problème libanais. Est-ce que, par exemple, pour vous, une intervention militaire israélienne pourrait être un ultime recours en cas de crise encore plus grave au Liban? Je viens de vous le dire, les solutions militaires ne sont pas des solutions. Voilà. Il n'y a que l'entente entre les Libanais qui pourrait sauver le Liban. Nous sommes en train de travailler sur cette entente entre les Libanais et croyez-moi, nous avons fait de grands pas en avant. Monsieur le Président, vous déclariez il y a quelques semaines que votre autorité s'étendait sur 10% seulement du Liban. Aujourd'hui, après la prise de la moitié de Beyrouth, de Beyrouth-Ouest, que reste-t-il de cette autorité? L'affaire de Beyrouth-Ouest, c'est une affaire évidemment malheureuse, je ne le conteste pas, mais elle ne touche pas au fond du problème, étant donné que nous sommes aujourd'hui sur le point d'aboutir à une solution qui pourrait aussi revoir tout le problème dans son ensemble et aboutir à une formule qui puisse sauver tout le Liban, non point simplement ces 10%. Monsieur le Président, n'est-il pas un peu irréel de parler de solution, d'entente nationale, alors que depuis le début de cette interview, le canon tonne? Enfin, là encore. Le canon tonne au Liban depuis 1975. Qu'est-ce que ça a changé? Le canon a même tonné beaucoup plus qu'il ne tonne actuellement. Et beaucoup avaient misé sur la destruction du Liban. Et l'expérience nous a montré
qu'à chaque coup, qu'à chaque expérience, le Liban sortait encore plus fort, parce que les Libanais se sont rendus compte que la formule militaire n'en était pas une. Il n'y a pas de solution militaire au Liban. Il n'y a pas de vainqueur et vaincu au Liban. Il n'y a qu'un seul vainqueur, c'est le Liban lui-même. La petite Magali, qui avait disparu le 27 janvier dernier sur le chemin de l'école, cette fillette a été retrouvée morte hier après-midi dans une forêt de la région d'Agen. Elle avait 7 ans et l'autopsie a révélé qu'elle avait été frappée et violée avant d'être tuée. Michel Perrault. 17 jours après sa disparition, la petite Magali a donc été retrouvée morte, ici, dans cette forêt, à une quinzaine de kilomètres de son village Colérac. Le corps a été découvert dimanche soir par des promeneurs dans l'un des bassins du château de la Clotte, un haut lieu de la résistance. Peu après l'avoir identifié grâce à ses vêtements, les plongeurs retrouvaient son cartable dans le même bassin. Magali Fabara Bosco, âgée de 7 ans, avait disparu le 27 janvier dernier, alors qu'elle revenait de l'école. Malgré les recherches des gendarmes et les battues menées par les habitants du village, aucun indice n'avait permis aux enquêteurs de retrouver la trace de la fillette. L'hypothèse d'un enlèvement était rapidement écartée, les parents n'ayant reçu aucune demande de rançon. D'après les premiers résultats de l'autopsie, le décès de Magali remonterait à une quinzaine de jours, soit peu de temps après sa disparition. Après avoir été frappée au visage, la fillette aurait subi des sévices sexuels. En enquêtant auprès des habitants de la région, les gendarmes ont appris qu'un homme à l'accent espagnol avait rôdé dans le secteur à la même époque. Or, ce signalement est aussi celui d'un homme responsable du viol d'un adolescent de 14 ans, samedi soir, dans la banlieue d'Agen. La neige a cessé à Sarajevo, juste le temps pour la France de remporter sa première médaille grâce à Perrine Pellen. Une médaille de bronze, mais nous ne ferons pas la fine bouche. La skieuse française est arrivée 3e du slalom géant couru ce matin. Décidément, l'espoir vient du côté des dames. Roger Isabelle. Pour une première, c'est une belle première. Médaille d'or, Debbie Armstrong, États-Unis. Elle n'avait jamais gagné une course de Coupe du Monde. Sa meilleure place jusqu'à ce matin, 3e d'un super géant. Debbie Armstrong, 20 ans, 10 centièmes de retard après la première manche, 40 centièmes d'avance à l'arrivée de la seconde sur sa compatriote Christine Cooper. Médaille d'argent, coupable d'une grosse faute dans la deuxième manche qui lui a valu le titre olympique. Voilà qui donne raison à ceux qui estiment qu'au jeu, c'est la course d'un jour et que personne n'est à l'abri d'une bonne ou d'une mauvaise surprise. Derrière les deux Américaines, Perrine Pellen, médaille de bronze, tout comme Alec Placide il y a 4 ans, mais dans un contexte différent. Alec Placide, elle était favorite à Sarajevo. Aujourd'hui, on lui donnait une petite chance de médaille. Alec Placide, elle était perturbée par ses études. Aujourd'hui, elle est kinésithérapeute, plus de soucis pour l'avenir et toujours le même goût pour les podiums. J'ai fait une toute petite faute en bas, sinon j'avais assez bien skié. Mais lors de la deuxième manche, au départ, j'ai perdu mon bâton pendant 3 portes. Je pense que j'ai perdu un petit peu de temps. Mais après, j'ai essayé de me rattraper et puis j'ai été 3e, je suis contente. Bon, on va pas refaire la course avec des scies, mais ce bâton là, alors comment ça s'est passé? Vraiment, le départ est très gelé et ça fait des petits trous qui sont tout gelés. Puis au moment de partir, j'ai pas assez tenu fort mon bâton et puis heureusement, il était encore attaché à la dragonne. Mais je pense avoir un petit peu perdu de temps quand même. Alors ces 2 centièmes là, c'est une médaille en moins? Oui, une médaille d'argent, mais c'est toujours une médaille quand même, alors ça va. Si j'avais été 4e à 2 centièmes, là j'aurais été pas contente. Après une très belle résistance, Henri Lecomte a dû s'incliner dans la finale du tournoi de tennis de Memphis, mais pas devant n'importe qui, puisqu'il a été battu par Jimmy Connors en 3-7, 6-3, 4-6, 7-5. 8 doubles fautes au service ont été fatales aux Français. Dominique Leglou. Jimmy Connors s'éblouit par la vitesse d'Henri Lecomte. Et oui, il perd le second set 4-6 et a bien du mal à suivre le rythme endiablé du jeune Français. Un rythme trop rapide sans doute puisque Lecomte craque à son tour au premier jeu du 3e set. Vertige, puis évanouissement. Connors et les médecins accourent, la partie est arrêtée pendant 2 minutes, le temps que Lecomte retrouve tous ses esprits, mais une partie seulement de son tennis. Il est battu au 3e set 7-5, victime de sa cadence infernale du début de match et d'un début de déshydratation. Lecomte, semble-t-il, n'avait pas assez bu. Encore un péché de jeunesse.
Sport toujours, avec une image étonnante, elle nous vient des États-Unis. Cela se passait en Floride, à Daytona Beach, à l'occasion d'une course de stock car. Mais regardez plutôt. En cette période de sport de glace, voici les figures libres de Ricky Rude. 2 doubles saltos avant suivis de 2 doubles boucles piquées. Techniquement, les sauts sont loin d'être parfaits. À 300 km à l'heure, le vent de travers explique ces 8 petits tours qui ont dû sembler bien longs à Ricky Rude. Une éternité, enfin, pas tout à fait, puisqu'il retombe sur ses pieds indemne. Et de 2 pour Lady Diana. Après bien des rumeurs, c'est maintenant officiel, la princesse de Galles attend un deuxième bébé. Prince ou princesse, il naîtra au mois de septembre. La maman est contente, le papa est ravi et l'Angleterre commence à tricoter des layettes. La météo, maintenant avec Alain Gillot-Pété, que cette information a beaucoup réjoui et rassuré. Oui, en effet, ça me réchauffe de mon anglais car vous avez constaté que le temps est froid. Vous allez le voir dans quelques instants sur la carte avec les températures prévues cette nuit par la météo nationale. C'est froid. Moins 6 degrés au centre, moins 4 sur le bassin parisien, moins 5 à moins 10 sur le nord-est, moins 10 localement, hein, pas moins 10 partout, sur les sols enneigés notamment. Sinon, eh bien, ce sera du beau temps partout comme aujourd'hui, la carte n'a pas changé, simplement quelques passages d'altitude de nuages sur le nord-est, quelques averses encore sur la Méditerranée, alternantes avec de belles éclaircies, bien sûr. Température encore en baisse, ça nous donne de 2 à 7 degrés l'après-midi, bien sûr, et de 3 à 13 degrés sur la moitié sud, 13 degrés à Ajaccio, on est quand même plus proche de 5-6 degrés que de 13 degrés. Demain, c'est le mardi 14 février, 2 minutes de soleil en plus, lever du soleil à Paris, 8h03, 18h09 pour le coucher, c'est la Saint-Valentin, l'amour, toujours l'amour, les Didi, on sait quelque chose. Il est temps de refermer ce journal. À 23h20, vous retrouverez Jacques Segui pour une dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et je vous retrouverai à 20h pour une nouvelle édition de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne 2.